Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 0, le podcast pour penser le travail. Comment le langage managérial influence-t-il nos vies, au travail, mais aussi en dehors du travail? C'est à cette question, et bien d'autres, que nous allons répondre aujourd'hui avec notre invitée Agnès Van Vel-Rougal, docteure en anthropologie et sociologie, chercheuse associée au laboratoire du changement social et politique à l'université Paris-Cité. Elle est également l'auteure de Mots et illusions quand la langue du management nous gouverne, paru en 2022 chez 10-18, et La novlangue managériale, emprise et résistance, paru en 2017 aux éditions RS. Bonjour Agnès. Bonjour Denis. Je propose de commencer notre discussion par une définition du discours managérial moderne et plus exactement par votre définition. Une définition qui est tirée d'un article que vous avez coécrit en 2014 avec Pascal Fugier. Vous définissez le discours managérial moderne comme un ensemble de pratiques qui véhiculent une conception utilitariste des personnes et des relations humaines, mais aussi un ensemble de pratiques qui font la promotion d'une vision économique et entrepreneuriale de l'être humain. Pouvez-vous illustrer cette définition en donnant des exemples concrets du discours managérial moderne ? Oui, on peut par exemple penser au marketing de soi ou au personal branding pour, alors je cite, développer sa marque personnelle et se positionner efficacement auprès de chaque personne à informer, convaincre ou faire agir, ou encore se vendre, faire avancer ses projets, se rendre visible sur le marché de l'emploi, comme dans l'organisation de travail. Il s'agit en fait d'apprendre à se présenter en fonction d'objectifs, de cibles, dans une logique similaire à celle de la promotion d'un produit, avec la mise en œuvre de plans d'action, l'identification d'éléments qui vont faire la différence, etc. Et certains, aujourd'hui, visibilisent, pourrait dire, à l'extrême, cette approche qui fait d'eux des produits, en concevant des CV originaux qui reprennent les codes de produits de consommation. Emballage de produits, affiches publicitaires de séries télévisées, pièces de puzzle. Avec ce genre de CV, ils expriment leur créativité, mais aussi, on pourrait dire, une certaine vision du sujet comme potentiellement consommable. Un autre exemple, l'accent qui est mis sur la gestion des émotions au travail, par exemple pour gagner en efficacité. Il s'agit en fait d'utiliser les émotions au service de l'activité et des objectifs de l'organisation. Par exemple, je cite à nouveau, le manager intelligent émotionnellement souffre moins du stress, génère des relations sociales de meilleure qualité et prend de meilleures décisions car il comprend ses propres émotions et sait les réguler. Une telle définition, ça laisse en même temps entendre qu'un manager qui souffrirait du stress pourrait en fait ne pas être émotionnellement intelligent. Donc ça renvoie sur lui la responsabilité des émotions sans interroger ce qu'elles peuvent révéler de l'environnement de travail, par exemple. Ok. Et ça fait écho à un article que vous avez écrit en 2016 expliquant que le discours managérial participe à la gestion des émotions et au risque pour celles et ceux qui subissent ce discours de se demander face à une émotion si c'est vraiment ce qu'ils ressentent ou si c'est ce qu'ils doivent ressentir. Est-ce que ça signifie que, selon le discours managérial, il y a de bonnes et de mauvaises émotions, ou qu'il y a plutôt de bonnes et de mauvaises façons d'exprimer ces émotions? Oui, en fait, je dirais que dans le monde du travail, déjà en général, il y a certaines formes d'émotions qui vont être davantage acceptées que d'autres, mais c'est aussi, par exemple, le cas dans le monde scolaire, etc. Enfin, en fonction de là où on est dans la société, il y a des choses qu'on peut exprimer plus ou moins. Et donc, par exemple, en termes d'émotion au travail, la colère d'un manager ou d'un dirigeant à l'égard de ses subordonnés peut être tolérée, celle d'un subordonné à l'égard de son supérieur, beaucoup moins. Et pour celle d'un manager, ça peut être, même si elle se manifeste avec des cris ou des poings tapés sur la table, enfin des comportements qu'on n'accepterait pas ailleurs, mais peut-être que pour le manager, avec la dimension hiérarchique, ça peut être accepté. Et à l'inverse, des émotions de détresse ou de tristesse, même d'un manager, qui sont marquées par des larmes, par exemple, vont généralement être mal vues, comme signe d'un manque de maîtrise, d'une incapacité à gérer ses émotions. Dans le monde du travail, on met l'accent plutôt sur l'expression une expression factuelle des émotions plutôt qu'émotionnelle. Par exemple, dire quand tu fais ci ou ça, je me sens mal à l'aise ou en colère, ou encore le dépassement des objectifs me réjouit, plutôt que de manifester physiquement un malaise, de la colère, ou même une joie, manifestation très véhémente de joie, ça va être considéré comme déplacé. Peut-être pas dans tous les milieux, mais on va dire en général. Et
enfin, si on prend un exemple, par exemple, si vous avez un collègue qui vous dit un jour, oh, c'est bien, t'as perdu du poids, ça peut être mal vu en entreprise de répondre avec colère ou véhémence, mais d'où tu te permets des réflexions sur mon physique. Il va être recommandé, enfin, dans la littérature managériale et l'idée de préserver des relations pacifiques au travail pour permettre de travailler ensemble, etc., de s'exprimer plus calmement et factuellement, par exemple, en disant, quand tu commentes mon physique au travail, ça me met en colère ou ça me gêne. Mais s'exprimer comme ça permet pas de partager l'intensité de ce qu'on ressent et ça permet pas forcément à la personne en face de sentir le problème. Ça, vous faites écho à toutes les livres ou les recommandations, on va dire, managériales en lien avec la communication non violente qui consiste à se baser sur un fait et à exprimer une émotion par rapport à ce fait-là et à exprimer aussi son besoin par rapport à ce qui s'est passé. Selon vous, c'est ce type de discours ou de littérature qui participe à la construction d'un même discours managérial? Alors, je pense que ça contribue effectivement au discours managérial parce que ça contribue à véhiculer l'idée de gérer les émotions, gérer l'expression pour en faire quelque chose, donc dans une logique utilitaire. Et en même temps, ça contribue à masquer les dimensions conflictuelles parce que quand on lisse l'expression émotionnelle, on partage pas l'intensité des émotions et donc ça peut aussi limiter les questionnements, enfin l'attention qu'on y porte et limiter les possibilités de comprendre ce qu'a pu nourrir ces émotions. Pour autant, je rejette pas nécessairement la communication non violente. Enfin, je pense que c'est mieux de s'exprimer avec des mots que de se taper dessus, par exemple. Donc c'est juste l'idée de trouver un équilibre en fait en n'allant pas jusqu'à masquer ce qu'on ressent et à soi-même, parce que le problème, c'est quand on assimile les émotions ressenties avec la manière de les exprimer, on peut se sentir coupable de pas avoir été capable d'exprimer correctement ses émotions pour qu'elles soient entendues et prises en compte, par exemple, dans l'organisation de travail. Donc, si on prend l'exemple de la souffrance au travail, au lieu de questionner la source de la souffrance et qui a pu amener telle ou telle personne à réagir d'une certaine manière, on va plutôt focaliser la réflexion sur comment elle aurait pu mieux s'exprimer pour être entendue, comme si c'était la personne qui était en souffrance qui était responsable de pas avoir, enfin que sa souffrance n'ait pas été entendue, par exemple. D'accord. Et pour revenir à la définition du discours managérial, vous utilisez le terme de discours managérial moderne. Est-ce que ça signifie qu'il existe un discours managérial qui est ancien ou plutôt non moderne? Alors en fait, je faisais référence avec cette expression-là aux travaux de Thibault Le Texier sur le discours managérial. Enfin, il a notamment publié un ouvrage qui s'appelle Le maniement des hommes et où il revient sur la genèse du discours managérial et il montre que c'est un discours, enfin le management qui s'est d'abord développé dans les foyers avec le management ménager qui ensuite s'est développé. C'est donc à la fin du 19e siècle a été repris après par Fayol, Taylor, etc. Enfin qui se sont aussi appuyés dessus et que c'est comme ça qu'après c'est arrivé dans les entreprises et et l'idée c'est de dire que le management, le discours managérial, il date pas seulement d'aujourd'hui et il a pu exister avant. On sait que c'est un discours qui est évolutif. Et avec l'idée de discours managérial moderne, j'avais aussi l'idée de faire le lien. Enfin, maintenant, j'utilise plus l'expression de discours managérial, néolibéral, qui sont plus explicites, parce que le discours, ou les logiques en fait qui sont transportées par le discours managérial aujourd'hui, mais aussi qui contribuent à la formation de ce discours-là, elles associent à la fois la logique gestionnaire et la logique marchande du néolibéralisme. Ok. Et vous parlez de discours managérial néolibéral, mais vous parlez aussi de 9 langues pour décrire le discours managérial. Est-ce que ça signifie que le discours managérial sert à tordre, à dénaturer la réalité de l'organisation du travail? Alors, tordre ou dénaturer, c'est peut-être un peu fort, mais je dirais plutôt que le discours managérial, il contribue à orienter la lecture de ce qui se passe au travail ou de ce qu'on ressent au travail, sans pour autant faire disparaître les autres significations existantes. Elles sont toujours là, alors que dans le roman d'Orwell, l'idée c'est en travaillant la langue de pouvoir faire carrément disparaître des idées qu'on puisse même plus les penser. Donc c'est un peu différent. Mais par exemple, avec le discours managérial, les euphémismes, ils contribuent à masquer la violence de certaines pratiques. Quand on parle de plan de sauvegarde de l'emploi, ça met l'accent sur les emplois qui seraient préservés, mais pas sur les licenciements.
Et en même temps, ça peut contribuer à naturaliser, ou en tout cas à ne pas questionner la nécessité des dits licenciements face à une réalité économique et financière qui est aujourd'hui présentée comme impérative. En même temps, l'euphémisation, elle n'est pas utile qu'aux organisations. Par exemple, si on parle de transition professionnelle, au lieu de parler de chômage, ça peut aussi aider les individus à donner une image plus positive d'eux-mêmes dans une situation qui est difficile. Du coup, ça peut aussi les aider à mieux la vivre, à mieux se positionner et peut-être aussi à retrouver du travail plus vite, mais aussi à recevoir plus de soutien de leurs proches plutôt que d'être en but à des discours stigmatisants. Je pense, voilà, particulièrement aujourd'hui où les politiques et les médias répètent à l'envi qu'il y a de nombreux postes non pourvus. Donc du coup, se dire au chômage quand à côté on dit mais il y a plein de postes à pourvoir, ça semble incompatible. Si on explique qu'on est en transition professionnelle, ça peut aussi justifier le temps de cette transition. Juste un mot encore sur la novlangue. En fait, j'utilise cette expression donc en écho du Newspeak, donc du roman d'Orwell, mais aussi pour enfin, c'est pas un décalque de l'idée de discours managérial. En fait, avec le mot novlangue managériale, je voulais insister sur l'intériorisation du discours managérial, qui fait que progressivement, ça devient une forme langagière qu'on pourrait dire dominante pour se positionner dans le monde du travail, mais aussi pour parler du monde du travail et même plus globalement du vécu. Ça joue aussi sur le rapport qu'on a au langage, qui est moins, enfin, on met moins l'accent peut-être sur dire la vérité, par exemple, des expériences, mais que d'arriver à communiquer quelque chose. Enfin, l'accent est plus mis sur les relations. Mais pour autant, voilà, à l'inverse du roman d'Orwell, ça veut pas dire qu'on peut pas parler autrement ni penser seulement à travers le prisme managérial. C'est juste que spontanément, on va tendre à en mobiliser les mots et les références, comme quand on optimise son temps ou. Voilà. Ça m'amène une question, c'est-à-dire que est-ce qu'il existe d'autres discours que le discours managérial au sein de l'entreprise? Oui, enfin, j'allais dire oui, bien sûr, parce que déjà les managers, ils parlent pas qu'en discours managérial. Enfin, si on prend l'idée du discours managérial comme un discours qui vise à mobiliser d'autres au service pour réaliser des objectifs au service des organisations, ça c'est une part de discours. Mais après, dans l'entreprise, on peut aussi parler d'autres choses. Enfin, même si on est là pour travailler, tout n'est pas toujours tourné que autour du travail. Donc déjà, il reste ces discours à côté, des discours qui peuvent faire du lien, par exemple, entre les personnes, indépendamment de l'idée de créer du lien pour les amener quelque part. Ça peut juste être créer du lien parce qu'on est des êtres humains ensemble. D'accord. Voilà. Après, oui, c'est tout. Et ce qui veut dire que le discours managérial, son but est avant tout productiviste et qu'il est utilisé pour permettre d'avoir un plus de rendement ou plus de productivité? Alors, pas nécessairement. Ça fait partie des choses qui peuvent être difficiles. Par exemple, en cas de souffrance au travail, de se dire mais pourquoi on me fait vivre ça alors que ça me rend moins productif. Oui. Donc, et on voit que on a des discours, par exemple, donc au niveau de la gestion des ressources humaines, sur les procédures, par exemple, pour gérer les incidents de enfin ce qui va être appelé parfois les discours de RH et les incidents de harcèlement moral ou de mal-être au travail ou ce genre de choses-là. Et il faut en fait rentrer, enfin pour les salariés en souffrance, doivent rentrer leur expérience dans des mots procéduriers parfois pour pouvoir être entendus par les RH. Et donc là, tout ce travail finalement qui va être de mettre en forme son discours pour le faire entendre par les RH, etc. En même temps, ça contribue à masquer l'intensité de ce qui est ressenti parce qu'il y a certaines formes d'expression qui vont pas être vraiment entendues. Si vous êtes considéré comme non professionnel, par exemple, quand vous manifestez émotionnellement avec, je sais pas, des larmes, des cris, des choses comme ça, que vous allez vraiment pas bien et que vous présentez au RH comme ça, en fait, d'une certaine manière, vous vous décrédibilisez en tant que professionnel. Du coup, l'idée, c'est de formater son discours pour pouvoir être entendu. Mais en le formatant, il va être moins fort en termes d'intensité, ce qui peut permettre aussi d'ignorer le problème ou de le diminuer, enfin de le considérer comme moins gros qu'il n'est,
en disant bon bah il va falloir gérer les choses entre vous, c'est un problème relationnel par exemple, etc. Et tout ça, c'est pas axé productivité, mais ça va être axé préservation de la marque employeur de l'entreprise par exemple. Donc il y a une certaine logique utilitaire, mais pas forcément celle de la productivité. Et qu'est-ce qui distingue ce discours-là d'un jargon professionnel? Alors, un jargon professionnel, ça va être un jargon peut-être technique, propre à certaines professions, par exemple jargon médical ou administratif ou juridique, enfin, ou on peut dire langage, enfin voilà, souvent on utilise le terme jargon pour être un peu péjoratif, mais disons que il y a des langages techniques, il y a des mots qu'en fonction de certains secteurs d'activité on va utiliser et qui vont être compris et pas par d'autres qui sont en dehors du secteur d'activité par exemple. Le langage managérial, ça a été ça à un moment, dans les années 80, c'était une forme de discours qui s'est développée d'abord dans les entreprises, les cabinets conseils, etc. Mais après, il est sorti en fait des entreprises, ou des entreprises privées et publiques, parce que les réformes liées aux principes de la gestion, notamment dans le cadre du nouveau management public, ont été diffusées à tous les secteurs de la société, aussi dans les écoles, les universités, les hôpitaux, etc. Du coup, c'est plus un jargon spécifique, c'est quelque chose qu'on entend maintenant partout, et on voit que c'est une forme discursive qu'on s'approprie aussi, puisqu'on l'utilise aussi pour parler parfois de nos propres expériences. Enfin, j'en touchais un mot tout à l'heure, mais quand on va parler, je sais pas, d'optimiser ses vacances ou de rentabiliser un déplacement personnel ou des choses comme ça. Donc, ça signifie que le discours managérial, il n'est pas présent qu'en entreprise, il existe dans d'autres sphères de notre société et même dans notre vie privée. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça, vous pouvez mesurer les conséquences que ça a dans son rapport à son quotidien, dans sa vie de tous les jours? Oui, mesurer quantitativement non, mais dire que ça a une influence, oui, parce que ça, en fait, avec les mots qu'on utilise, on décrit seulement une partie de la réalité. C'est pas possible de parler de toute la réalité. Et quand on choisit des mots et certaines manières de dire, ou on définit aussi une certaine manière de voir, en fait. Donc, utiliser des mots qui viennent du management pour parler de notre vécu, de nos expériences, qu'elles soient au travail ou en dehors du travail, ça applique finalement un certain prisme de lecture sur nos expériences. D'accord. Vous avez évoqué il y a quelques minutes le terme de souffrance au travail, et est-ce que vous savez expliciter quels sont les risques psychosociaux du discours managérial auprès des personnes? Oui. En fait, par exemple, le discours managérial, il peut masquer le décalage entre, d'un côté, une fiction idéale, par exemple la mobilisation de tous, que ce soit salariés, managers, actionnaires, au service d'un objectif qui est présenté comme commun, sans prendre en compte le fait que les différents acteurs, suivant où ils sont placés, ils peuvent avoir des objectifs différents, voire même concurrents ou incompatibles. Ça peut être aussi la fiction idéale de la possibilité de bien réaliser de son travail tout en respectant toutes les normes prescrites, alors qu'on sait en fait qu'il y a tout un travail d'adaptation en fait qui permet qu'il y ait des normes et que le travail soit fait quand même finalement, en partie malgré les normes. Et donc masquer ce décalage, ça empêche en fait de questionner les contradictions qui traversent les organisations et qui vont notamment nourrir le mal-être au travail. Le discours managérial, il peut aussi insécuriser les individus en utilisant un vocabulaire flou dont le sens est mouvant, avec des mots qui peuvent paraître creux ou fortement mobilisateurs, sans interroger les définitions mises par chacun derrière ces mots. Par exemple, gouvernance, responsabilité, qualité, justice, soins, agilité. Voilà, c'est des mots derrière lesquels on peut mettre beaucoup de choses finalement. Il y a aussi l'affichage d'une proximité entre salariés et aussi entre niveaux hiérarchiques, salariés-managers par exemple, et qui peut à tout moment être révoqué par la relation hiérarchique ou même par la relation de travail. Enfin, des collègues par exemple qui étaient proches et qui sont mis en concurrence pour un poste, et donc des gens du coup qu'on croyait être amis et finalement qui d'un coup deviennent adversaires, ou des gens qui disparaissent entre guillemets du jour au lendemain parce qu'ils quittent l'entreprise. Et
enfin, vous les voyez tous les jours, vraiment tous les jours pendant des mois, et d'un coup, vous les voyez plus du tout. Donc, il y a une espèce de proximité, et d'un coup, elle disparaît. Donc, ça peut aussi créer, une insécurisation, avec, enfin, ce dernier exemple rejoint aussi l'idée d'une contradiction entre le discours et la réalité des pratiques. Parce que dans le discours, on va dire qu'on travaille tous ensemble, qu'on est plus que des collègues, presque des amis ou les membres d'une même famille, mais du jour au lendemain, il y en a qui peuvent partir. Ce qui se passe pas forcément comme ça dans la vie avec les vrais amis ou les vrais membres de famille. Je voulais aussi donner un autre exemple. Il y a certains termes, par exemple les anglicismes ou les néologismes, qui peuvent conférer une illusion d'expertise ou de modernité chez ceux qui les emploient, mais qui peuvent aussi susciter un sentiment d'insuffisance ou d'exclusion chez ceux qui les comprennent pas. Est-ce que ça signifie que ce langage peut être aussi utilisé pour pouvoir asseoir son pouvoir ou pour pouvoir exclure d'autres personnes? Oui, en fait, le langage managérial, c'est d'abord un discours de pouvoir. C'est un discours qui est mobilisé par les managers ou les dirigeants pour emmener ou conduire d'autres gens, les mobiliser pour atteindre certains objectifs. Et donc ça, c'est une dimension pragmatique, mais c'est aussi un discours qui symboliquement est lié au pouvoir. C'est le discours des managers, c'est le discours des dirigeants, c'est maintenant aussi le discours des dirigeants politiques, et utiliser certaines formes de discours managérial permet de montrer qu'on est manager, par exemple, ou qu'on est dirigeant, ou qu'on est moderne et qu'on veut emmener les gens quelque part, et donc se poser en position de leader, par exemple. Ok. Vous avez montré que, en fait, ce discours managérial existe aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée. Est-ce que on peut aujourd'hui dire qu'on est gouverné par ce discours managérial? D'une certaine façon, en fait, c'est pas le discours tout seul. Et là, je pense qu'il faut faire le lien avec l'idéologie que le discours managérial permet de véhiculer. Et aujourd'hui, c'est l'idéologie néolibérale, et ce serait plutôt ou les deux, disons, associés, à la fois le discours qu'on parle et qu'on entend et qui va guider en fait la manière dont on voit nos expériences, surtout quand on manque de temps en fait pour y réfléchir et pour penser à d'autres manières de dire. Parce que on tend à parler quand même avec les mots qu'on utilise le plus souvent et qu'on entend le plus souvent. Oui. Et il faut prendre du temps en fait pour trouver d'autres façons de parler. Et donc finalement le discours immédiatement disponible, il va orienter notre perception, nos manières de voir. Et aujourd'hui, notre société fonctionne aussi sur une idéologie qui est l'idéologie aussi néolibérale. Quand on nous présente la monnaie, l'économique comme quelque chose d'aussi impossible à contrarier finalement que les catastrophes naturelles. Oui, d'accord. Alors qu'en fait, l'économique, c'est quelque chose que nous, êtres humains, on a fabriqué. Pas, un cyclone peut-être moins directement, même si avec tout ce qui est, les informations autour du changement climatique, etc., on voit que les humains peuvent avoir une influence sur les événements climatiques, mais c'est quand même moins direct que quand on définit une façon de voir le monde. Est-ce que ça signifie, et là ce serait ma dernière question, que pour sortir de ce discours managérial, il faut sortir de cette idéologie néolibérale? En fait, je pense là aussi que les deux sont liés, c'est-à-dire qu'en questionnant le discours managérial, en questionnant aussi ce qui permet pas de dire, ce qui masque, et que les émotions peuvent nous aider à identifier aussi quand on sent qu'il y a un décalage entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ressent, par exemple, de interroger ça peut permettre d'ouvrir sur d'autres manières de voir les choses et du coup peut-être aussi questionner l'idéologie dominante. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup Agnès. Merci Denis. C'est sur ces mots que se termine ce nouvel épisode de 0, consacré au langage managérial. Je vous invite à lire les ouvrages d'Agnès Van Vel-Rugal, mais également de lire sur kern.info ces différents articles, dont notamment celui intitulé « Discours managérial, lissage de la parole et vacillement du rapport au langage », article qui a servi à la préparation de cet épisode. Je vous donne rendez-vous rapidement pour un prochain épisode de 0, merci et à très bientôt.